Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver ici pour la 4e séance de Penser la société, qui sera la dernière de la saison, avant les vacances d'été. Et aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière pour plusieurs raisons. Déjà parce que, contrairement à d'habitude, elle ne se passe pas à la médiathèque Elsa Triolet à Aragon. On est à la cave, la salle de concert d'Argenteuil. Et au passage, je voudrais en profiter pour remercier nos collègues de la cave qui nous accueillent dans leur mur. Et surtout leur dire qu'on est ravis d'être là, ravis qu'ils puissent reprendre progressivement leurs activités. Et puis on leur souhaite une très bonne réouverture. Et c'est également une rencontre un peu spéciale parce qu'on n'a pas un, mais 2 invités aujourd'hui. Et ce sont 2 invités EES, puisque ce sont 2 femmes. Donc on rencontre Philippa Motte. Philippa Motte, vous êtes experte dans les troubles psychiques. Et vous avez également écrit un livre, un roman qui vient de sortir, c'était le 12 mai dernier, et ça s'appelle « Le jour où ma mère m'a tout raconté ». Donc il est là, il est à la médiathèque si vous voulez l'emprunter ou le réserver par la suite. Et la rencontre sera en partenariat avec le podcast Travail en cours de Louis Média. Donc nous avons ici Louise Emerlet, vous êtes la chargée de production de Travail en cours. Et donc la rencontre se fait en partenariat avec vous, c'est vous qui allez mener l'entretien d'aujourd'hui. Et la rencontre sera rediffusée par la suite pour votre podcast. Voilà, donc je vais vous rendre votre micro et je souhaite à tout le monde une très bonne rencontre. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Lisa. Aussi d'avoir pris l'initiative de cette rencontre et d'avoir organisé tout ça. C'est vraiment super et ça nous fait... Enfin, c'est un peu particulier, du coup, généralement, dans le podcast, on fait nos interviews, mais on est dans l'intimité d'un studio où on n'a pas de public. Et donc, c'est un plaisir aussi de se retrouver face à quelques personnes. Donc, merci beaucoup d'être venu nous voir également. Donc, juste pour vous présenter Louis Média, on est un studio de production de podcasts et Travail en cours, c'est une émission qui qui est hebdomadaire. Un épisode de 30 minutes sort chaque jeudi et traite d'un sujet qui a à voir avec le monde du travail. Et donc, aujourd'hui, on va aborder la prise en compte des troubles psychiques et psychiatriques au travail. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Philippa Motte. Alors, comme Travail en cours, comme son nom l'indique, c'est au sujet du travail. Je vais peut-être commencer par tout simplement vous poser la question de quel rôle joue le travail dans votre vie ? Un rôle important parce que mon travail me passionne. C'est un travail et puis c'est aussi un engagement. Travailler sur le sujet de la santé mentale, que ce soit au travail ou dans notre société aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, mon travail me passionne. Et puis, c'est aussi un engagement parce que le travail est un facteur de rétablissement pour les personnes concernées par des troubles psychiques. Le travail, c'est aussi quelque chose qui peut les fragiliser à certains moments ou qui peut fragiliser les gens. Moi, je travaille en indépendant avec des partenaires, mais je travaille en indépendant. Moi, j'aime beaucoup le fait d'être indépendante et en même temps d'être en contact avec les entreprises, plusieurs structures. J'accompagne des personnes aussi dans mon travail, des personnes concernées par des troubles psychiques et c'est extrêmement passionnant. Donc, je dirais que j'ai un rapport assez passionné et engagé au travail, à mon travail. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer justement pour notre public également en quoi consiste votre travail exactement et votre activité professionnelle ? Alors moi, je suis à la fois consultante dans les entreprises pour les accompagner et les encourager à mettre en place des stratégies pour préserver la santé mentale de leurs salariés et les accompagner quand par hasard ils se retrouvent en difficulté. Donc ça, j'aimerais bien le développer un peu parce qu'il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui ont une approche globale des enjeux de santé mentale. Je fais de la formation en entreprise sur la thématique troubles psychiques et emploi, sur les risques psychosociaux, le burn-out, l'épuisement professionnel. J'accompagne aussi des salariés qui ont des difficultés au moment de leur retour à l'emploi, par exemple, et aussi quand ils sont en poste pour voir quel type d'aménagement on peut mettre en place pour les aider dans leurs difficultés. Et puis donc, je suis coach
et père aidant. Ce qu'on appelle père aidant, ça veut dire que quand on a été concerné soi-même par une problématique et qu'on a développé une certaine expertise et qu'on est soi-même avancé dans son rétablissement, c'est l'idée de pouvoir aider d'autres personnes concernées. Donc moi, j'utilise à la fois les outils du coaching et en même temps cette dimension de père aidance pour accompagner des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sévères ou plus courants à modérés. Sévères, quand je dis sévères, c'est souvent des troubles comme la schizophrénie, comme la bipolarité, et puis des troubles plus courants à modérés comme la dépression, les troubles anxieux, quand ça peut porter atteinte à leur vie sociale, à leur vie professionnelle. Et puis j'accompagne aussi des gens qui ont des problématiques de vie plus classiques, j'allais dire, mais ma spécialité, c'est vraiment de pouvoir accompagner des personnes qui sont concernées par des troubles psychiques. Donc c'est une activité que vous avez depuis une dizaine d'années. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené du coup Là, c'est un chemin un peu atypique. En fait, mon rapport avec la problématique de la santé mentale, il a commencé quand j'avais 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'ai été concernée moi-même pour la première fois par un problème de santé mentale assez lourd. J'ai eu une assez grave crise. Suite à ça, j'ai eu un diagnostic de bipolarité. Récemment, ce diagnostic de bipolarité a été complété par un diagnostic d'épilepsie du lobe temporal, trouble dysfonctionnel de l'attention. Et en fait, quand j'avais 20 ans, suite à ça, j'étais en licence d'histoire à cette époque-là et j'ai réussi à reprendre mes études, à valider ma licence d'histoire. Et puis après, j'ai fait une formation dans le domaine de la communication et je voulais travailler sur des grandes causes. Et j'ai réussi, ça a été assez formidable. Ma première expérience professionnelle, c'était au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Après, j'ai travaillé sur des thématiques comme la conférence mondiale pour le sida, en relations presse. Et puis, j'ai rechuté à l'âge de 25 ans. J'ai été internée sous contrainte en psychiatrie pour la première fois. Et à la suite de ça, à chaque fois, il m'a fallu à peu près un an et demi pour reprendre pied. Et j'ai quand même eu la chance de, à nouveau, rentrer dans une agence de com, TBWA, qui était spécialisée aussi dans les grandes causes. Et il s'avère que le hasard a fait, on était en 2005, au moment du vote de la loi pour le handicap, qui a reconnu pour la première fois le handicap psychique. Et cette agence s'occupait de la première campagne de déstigmatisation des personnes qui souffrent de troubles psychiques, que personne n'a vu, mais bon, elle a existé quand même. Et elle m'a confié cette mission. Et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, j'en revenais tellement pas que ça me poursuive jusque dans mon travail. Et puis, c'était quelque chose dont je parlais jamais. Et j'ai presque eu un rapport assez éloigné à la chose, un peu technique. J'ai fait mon job, mais sans être capable d'utiliser mon expérience pour essayer d'apporter quelque chose, sans être capable d'en parler. Mon employeur, il ne le savait pas que j'étais concernée. Après, ils m'ont donné un autre dossier, c'était Sainte-Anne, qui voulait monter une fondation pour la recherche en psychiatrie. Et là, je me suis retrouvée encore chef de projet. Alors, j'ai quand même assisté à une réunion avec les chefs de service de Sainte-Anne, et puis il y avait le chef de service du département dans lequel j'avais été internée. Je me suis dit, mince, j'espère qu'il ne va pas me reconnaître. Et là encore, c'était quelque chose dont je ne parlais pas. Pour moi, c'était normal de ne pas en parler. Presque la stigmatisation, je l'avais complètement intégrée. Et puis, je suis partie vivre à Avignon. J'ai eu 2 petits garçons. Et puis, malheureusement, 1 an et demi après la naissance de mon 2e enfant, j'ai encore fait une rechute. Et à ce moment-là, j'ai encore été internée sous contrainte. Et puis 1 an plus tard, j'ai encore fait une rechute. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré un médecin. Là, pour le coup, j'ai accepté d'aller me faire soigner, qui m'a dit qu'ils étaient en train de monter une association innovante qui avait vocation à accompagner la réinsertion sociale et professionnelle des personnes qui souffrent de troubles psychiques. C'est un modèle qui vient des États-Unis. Il en existe 300 dans le monde, dans plusieurs pays. Et ça fonctionne selon une méthodologie dans des lieux d'accueil non médicalisés, selon un mode de fonctionnement qui s'appelle la cogestion. Et c'est sans doute la première association en France qui a essayé de porter un nouvel accompagnement fondé sur la croyance dans la capacité des gens à revenir dans la vie, sur la croyance dans leurs compétences,
à reprendre confiance en eux. Et ce lieu d'accueil, il a vocation à leur permettre de faire ça. Et puis après, de les accompagner dans l'emploi pour ceux qui le veulent. Alors ça, c'était un peu ironique parce que c'est un peu comme si la vie me disait « Ah, tu voulais t'occuper d'une grande cause, bah, tu vas t'occuper de la tienne, en fait, de cause. » Et d'ailleurs, c'est très différent, en fait, de s'occuper de causes d'une manière un peu idéaliste et puis de s'occuper d'une cause qui nous concerne, surtout quand il y a autant de tabous, de représentation, de stigmatisation. Et là, j'ai découvert qu'il existait en fait un monde de la santé mentale. J'ai découvert que c'était une cause, que ça pouvait concerner une personne sur 4 à un moment donné au cours de sa vie. Moi, je croyais que je faisais partie de quelques huluberlus dont on ne devait surtout pas parler. Et là, surprise, en fait, c'est un enjeu de société majeur et dont personne ne parle. Et la première chose que m'a demandé cette association, c'est de témoigner. Alors la première fois, c'était pour un déjeuner de soutien et j'ai été stupéfaite parce que j'avais bien en tête ce dont je voulais parler, mais en même temps, j'ai tremblé comme une feuille. Enfin, c'était vraiment une expérience difficile de me planter devant des gens et de leur dire, comme je le dis aujourd'hui, voilà, je souffre d'un trouble psychiatrique, j'ai été internée sous contrainte, j'étais terrifiée. Et puis après, comme cette association, elle s'occupe de réinsertion professionnelle, elle a très vite noué des partenariats avec des entreprises avec qui elle a essayé de discuter pour comprendre ce dont elles avaient besoin pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap psychique. Et en fait, elles ont dit, mais c'était il y a 10 ans, elles ont dit, mais écoutez, nous, c'est un sujet qu'on ne connaît pas, c'est un sujet qui fait peur. Alors, c'était principalement des chargés de mission handicap. Hein. Et puis, du coup, elles ont dit, nous, on a besoin d'être sensibilisés à ce sujet et pour mieux comprendre. Et donc, j'ai commencé au départ bénévolement à faire des sensibilisations en entreprise. Et à un moment donné, je me suis dit, là, il y a un métier pour moi. Et j'ai voulu faire ce métier. Et j'ai eu la chance de remplacer une jeune femme pendant 1 an dans un centre de formation d'un organisme qui s'appelle le Comité national de coordination du handicap, le CCH. Et donc, j'ai pu apprendre mon métier, apprendre ce que c'était qu'un centre de formation, apprendre à répondre à des appels d'offres, à construire des ingénieries pédagogiques, à piloter le travail d'autres formateurs. Et puis quand j'ai eu terminé cette année, le CCH m'a dit qu'ils allaient me garder comme formatrice sur le handicap psychique. Le Clubhouse avait pour ambition de monter un centre de formation. Et le Clubhouse est un partenaire privilégié dans mon métier depuis 7 ans. Et donc j'ai co-créé ce centre de formation, élaboré un programme de formation et puis animer des centaines de formations, de conférences sur cette thématique-là, avec bien sûr une évolution importante dans ma manière de faire mon métier. Et ce qui a été super intéressant pour moi, c'est que pour moi, chaque formation, au fond, est aussi un acte de plaidoyer. Pendant plusieurs années, j'ai jamais parlé du fait que j'étais concernée, pour 2 raisons, parce que je crois qu'avec le parcours que j'ai, les ruptures que j'ai, c'était très important pour moi d'être une professionnelle avant tout, avant d'être une personne concernée. Et puis aussi, je savais qu'il y avait beaucoup de tabous et de représentations, et je voulais que les gens osent parler. Je voulais que les gens disent moi je pense ça, j'en ai entendu d'ailleurs des belles. Et parce que je me disais, je ne vais pas pouvoir faire évoluer ces représentations s'ils sont censurés par le fait qu'ils ont une personne concernée en face d'eux. Et puis j'avais peur aussi, je pense. J'avais peur de ne pas être considérée. Par contre, j'emmenais des personnes concernées avec moi. J'anime aussi depuis 7 ans un atelier au sein de l'association Clubhouse où j'accompagne les personnes dans l'écriture de leurs témoignages, de leur parcours de vie. Et les formations Clubhouse, elles ont cette spécificité d'apporter des aspects théoriques, mais aussi que ce soit incarné par le témoignage. Donc il y avait une espèce de jeu de rôle où moi j'étais l'experte du handicap psychique et puis j'avais un compagnon de route avec moi qui venait témoigner. Parfois je me disais, ils sont plus courageux que toi, mais en fait, c'était en fait des gens qui étaient formés sur la question du handicap psychique et des troubles psychiques l'étaient par une personne concernée sans le savoir. Et pour moi, c'était très intéressant parce que le fait d'aborder ce sujet en entreprise, qui est un lieu dans lequel il y a des contraintes professionnelles, en fait, on rigole pas là-bas quand on va parler de ça. Enfin, on rigole nulle part, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils sont contents si ils sont touchés humainement, s'ils font évoluer leur représentation. Mais la problématique, c'est
qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne qui va mal. C'est compliqué à gérer, voilà, pour le management, pour les équipes, la charge de travail, ok, comment on accompagne, qu'est-ce qu'on met en place. Et puis j'entendais toujours, on y arrive plutôt bien avec tous les types de handicap, mais avec le handicap psychique, c'est pas la même chose. Et moi, ça m'a obligée à comprendre aussi le point de vue de l'entreprise. Moi, j'étais bien évidemment à vif, quoi, quand j'entendais des choses. Une fois, j'ai entendu quelqu'un, je parlais du trouble bipolaire, on m'a dit, mais enfin, madame, vous ne savez pas qui sont ces gens-là. Donc, elle me dit ça à moi. J'ai évidemment entendu toutes sortes de choses sur la dangerosité, des histoires absolument rocambolesques sur des voisins qui poignardaient enfin, toutes sortes notamment en lien avec la violence et des choses comme ça. Et ça m'a appris tout ça à essayer de penser mes formations et mes conférences pour faire se rencontrer la réalité des personnes concernées et la réalité du monde du travail, mais en prenant autant en considération les deux. Et à titre personnel, ça a été un beau travail de prise de recul, parce qu'au début, forcément, quand on est concerné, on est très centré sur sa blessure à soi. Et j'ai aussi appris à comprendre ce qui se passait pour les autres, et puis aussi pour les proches. J'ai pu me détacher de cette vision, voilà, de quelqu'un qui a été touché et qui a souffert, pour aussi comprendre comment ça pouvait impacter les autres. Donc c'était un bel exercice. Et puis petit à petit, ça m'a pris 10 ans, je me suis dit, faut que je sois cohérente jusqu'au bout. Alors il y avait des gens qui me demandaient, vous êtes psychiatre, vous êtes psychologue, parce que j'ai beaucoup potassé, quand même, en autodidacte. J'ai appris tout ce qu'il fallait apprendre pour quand même avoir une vraie expertise en lisant des articles, des livres, en écoutant. Et j'avais envie de leur dire non, je suis pas psychiatre ni psychologue, je suis psychotique. Mais ça commence pour rigoler, mais je l'ai jamais dit, évidemment. Et donc j'étais embarrassée, en fait. J'étais embarrassée. Non, je trouvais ça drôle, mais j'étais embarrassée parce que j'essayais de faire une espèce de storytelling sur mon parcours professionnel, parce que quelqu'un qui a une licence d'histoire et qui a bossé dans la com, pourquoi elle devient experte des enjeux de santé mentale au travail? Et au bout d'un moment, je me suis senti le courage, je me suis dit, il faut que je sois cohérente. Et puis, il y a la Fondation de France qui m'a proposé de faire une intervention pendant un événement qu'ils ont organisé en 2019 toute l'année dans plusieurs villes de France, qui s'appelle Parlons Psy. Et lors de la restitution à Paris, elle m'a demandé de témoigner, on m'a demandé si ça pouvait être filmé, s'ils étaient d'accord pour que je communique. Et là, je me suis dit, bon, ok, vas-y, ose dire qu'aussi tu fais ce métier parce que tu es concernée. Et puis de toute façon, moi, ça fait longtemps qu'aussi je suis engagée dans une forme de dénonciation aussi de ce qui se passe dans les services fermés de la psychiatrie, que je parle du concept de rétablissement qui va dans le sens de la réinsertion sociale et professionnelle. Donc c'est un engagement à la fois professionnel et puis à la fois aussi de plaidoyer pour faire changer le regard. Et je me suis dit, là, il faut que tu aies le courage maintenant de dire la vérité, de dire pourquoi tu fais ce métier. Et donc je l'ai fait. Ça m'a fait peur, en fait. Ça m'a fait peur et en même temps, ça m'a apporté beaucoup. Et dans mes formations, sans que ce soit central, je me suis mise à illustrer ce que je disais en parlant de ma situation. Et en fait, ça a donné, je crois, de l'ampleur à mon travail, et ça a été une vraie valeur ajoutée. Ça m'a beaucoup apporté, en fait, d'oser parler. J'ai pu aussi me rendre compte que le regard des gens, peut-être, il est comme ça un peu méfiant, mais qu'en fait, quand on en parle simplement, avec humanité, et qu'on montre aussi qu'on est tout à fait centré, qu'on peut être tout à fait centré en ayant connu des choses comme ça, et en fait, il y a une plus grande ouverture qu'on ne le croit. Et le témoignage de personnes concernées, le fait de côtoyer des personnes concernées qui sont rétablies, c'est le plus grand levier de déstigmatisation. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'ose faire ça. Et je l'ai fait aussi pour promouvoir mon livre. Alors à chaque fois, c'est assez vertigineux de dire publiquement j'ai été internée 2 fois, 3 mois dans les services fermés de la psychiatrie, je souffre d'un trouble bipolaire. Et en fait, le message, c'est « et je suis un être humain, en fait ». Et un être humain digne. L'épreuve que j'ai traversée, elle est digne de respect. Ça a été vraiment un vrai combat pour être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aimerais qu'on respecte davantage
ces épreuves-là, qui sont des épreuves dignes de respect, comme toutes les épreuves que peut traverser un être humain. Voilà. Un long parcours professionnel, mais qui du coup finit par faire sens en fait, Oui, et beaucoup. par s'imposer comme une évidence finalement. En fait, moi j'ai cette chance parce qu'on dit beaucoup que c'est important que le travail ait du sens pour la personne, que ça réponde à ses valeurs, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir dans le monde du travail parce que tout d'un coup, le lieu où ils travaillent ou la façon dont ils travaillent ou les gens avec qui ils travaillent ne sont pas alignés avec leurs valeurs. C'est beaucoup plus important qu'on ne le pense, la question du sens dans le travail, quoi qu'on fasse, parce que c'est pas... quel que soit le métier, ça peut correspondre à ça. Et moi, c'est rempli de sens. C'est incroyable, ça fait incroyablement sens pour moi. C'est extraordinaire de pouvoir travailler sur ces sujets-là, accompagner des gens, même si, par moments, je me dis oh là là, j'en ai marre de la maladie psychiatrique, de la santé mentale. J'aimerais pouvoir m'évader. Et je crois que l'écriture, le fait d'écrire, justement, d'avoir d'autres activités comme l'écriture, ça m'aide. Mais encore une fois, dans mon écriture, j'aborde ce sujet. Donc voilà, je pense que la vie, c'est aussi la vie qui m'a... Entre l'agence de com qui fait la première campagne de stigmatisation, ce médecin qui me demande de prendre part à la création de cette association, j'ai un peu l'impression que la vie m'a dit « Vas-y, c'est par là, quoi ». Donc oui, ça a beaucoup de sens, beaucoup. Je trouve que c'est une chance immense de faire un métier qui a autant de sens pour soi, et en plus qui permet de contribuer au monde dans lequel on vit d'une façon que moi, je pense, importante. Complètement. J'aimerais revenir du coup sur le début de votre carrière professionnelle. Du coup, vous parliez d'une première crise pendant vos études et ensuite d'une seconde lors de votre première expérience professionnelle. Ouais, c'était un stage où j'étais dans une agence de communication qui s'appelle Ogilvy, en relations presse. Une mission absolument incroyable. Donc en 2003, la conférence mondiale sur le sida a été organisée à Paris avec Nelson Mandela, des chercheurs du monde entier. Enfin, moi qui voulais des causes, là, j'étais servie. Et puis, il faut faire attention quand on a ce type de fragilité à la surchauffe, parce qu'on est capable de beaucoup travailler, de beaucoup s'engager, mais voilà, ça peut accélérer. Et ça s'est passé, oui. Vous vouliez savoir qu'est-ce qui... En fait, comment est-ce que ça a affecté votre entrée dans la vie professionnelle ? Et c'est-à-dire que quand ça vous est arrivé aussi, j'imagine qu'il faut déjà comprendre ce qui nous arrive, etc. Mais comment est-ce que ça a affecté la manière dont vous vous projetiez dans votre future vie professionnelle et dans votre carrière ? Alors, en y réfléchissant, j'ai compris que c'était d'avoir ce type de crise et d'être confronté à des problèmes psychiatriques, c'est une déflagration identitaire, en fait. Donc déjà, à 20 ans, on ne sait pas très bien qui on est, mais c'est vraiment quelque chose, il y a un avant et un après. On est passé d'un côté que la plupart des gens ne connaissent pas, et du coup, on ne sait pas qui on est, mais on va construire son identité, et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas que ça devienne une identité, mais on construit son identité avec ça, donc avec quelque chose qu'on considère comme indicible. Et donc moi, j'en parlais pas. Et en fait, ça a provoqué quelque chose que ça provoque dans la vie professionnelle de la plupart des gens qui souffrent de troubles psychiatriques, c'est-à-dire une série de ruptures. Vous voyez, donc à chaque fois, c'est 1 an et demi au tapis. Donc la première fois, j'avais 20 ans, j'étais en licence d'histoire. Pendant 1 an, j'ai rien pu faire, quoi. J'étais vraiment anéantie. J'ai réussi à valider quand même la licence en septembre. Et puis là, j'ai repris... les choses ont repris leur cours, ce qui est déjà une chance, parce que certaines personnes, c'est tellement brutal que déjà, ça devient très difficile. Il y a des périodes parfois de 5, de 8 ans sans travailler. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir continuer ma route. Et puis pareil, en 2003, au moment où je travaillais sur la conférence mondiale sur le sida, paf, 1 an au tapis. Et puis, j'ai eu la chance, encore une fois, de pouvoir y retourner. Et puis après, j'ai eu mes enfants. Et puis pareil, une fois qu'il y a eu l'autre crise, paf, 1 an au tapis. Et donc, il faut masquer des trous comme ça dans le parcours. Et moi, c'est un peu... j'ai eu une chance incroyable de pouvoir donner une cohérence à tout ça. C'est vraiment... voilà, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que j'ai un tempérament
assez guerrier, quoi. Et puis on m'a aussi élevée comme ça, un peu à serrer les dents et à retourner au combat. Il y a des moments où c'était pas raisonnable, quoi, où j'ai dû tirer voilà, sur mes ressources et tout, mais j'ai eu cette chance, moi, de pouvoir construire un parcours. Mais c'est des ruptures et des trous dans un CV, quand ça prend un caractère sévère. Même quand on fait une dépression pendant 1 an, franchement, au niveau professionnel, on n'arrive pas à se concentrer, on n'a plus de motivation, on a l'impression qu'on n'arrivera plus à rien. C'est des ruptures. Et des ruptures qu'on a du mal à assumer. Des ruptures dont on n'a pas envie de parler. Donc des ruptures qu'on ne peut pas justifier et dont on craint que si on les justifie, eh ben, ça va être quelque chose de discriminant. Donc voilà comment ça a impacté mon travail. Et moi, j'ai aujourd'hui, dans mon travail, je travaille dans le secteur du handicap et petit à petit, les gens avec qui je travaille savent que je suis concernée. Et puis du coup, maintenant, comme carrément, je me cache plus du tout sur mes réseaux professionnels, les gens, toutes les entreprises aujourd'hui qui me demandent d'intervenir, même quand je me présente à elles, je crois qu'à un moment donné, je le dis. Mais du coup, vous disiez que pendant très longtemps, c'était quelque chose qui... C'était un non-sujet. Qui ne vous traversait pas l'esprit, en non. fait. Du coup, même quand vous travaillez sur cette campagne de déstigmatisation, rien. Vous n'êtes pas dit... Oh non, rien. J'avais même pas idée que ce soit dissible, en fait. Pour moi, imaginez, aujourd'hui, c'est déjà un peu c'est encore un peu difficile d'en parler. Moi, il y a 20 ans, c'était un non-sujet de société. C'était même pas un tabou. C'était un non-sujet. Donc, je me suis terrée dans un silence et je me suis rendu compte que 10 ans après, quand j'ai commencé à m'engager dans cette association, à quel point ce silence, il était toxique, quoi. Moi, j'avais intégré tous les stéréotypes, limite, si je me disais, bah ouais, c'est normal quand même que les gens comme moi, s'ils parlent, on va les suspecter d'un manque de fiabilité. En plus, pour moi, la fiabilité, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça m'était insupportable de penser qu'on pouvait considérer que j'étais pas fiable à cause de ça. Mais ça, c'est venu plutôt après, vraiment les 10 premières années, un silence. Et je vois encore des gens maintenant, certains qui sont accompagnés par l'association et qui ont un job, ils sont terrifiés. Terrifiés, c'est une peur, moi je la connais cette peur, hein, à l'idée de parler. Récemment, il y a une amie qui m'a téléphoné parce que son conjoint était en train de déclencher une dépression. Et il était terrifié à l'idée que sur son arrêt maladie, parce qu'il a dû s'arrêter, ce soit un psychiatre qui le fasse. Et donc c'est encore très très fort. Les gens qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour cause de handicap psychique, il y a vraiment toute une réflexion. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Quel impact ça va avoir sur mon embauche? Est-ce que je me tire pas une balle dans le pied? Et même les gens qui développent une dépression pendant leur carrière alors qu'ils ont été compétents, il y a une honte, en fait, terrible. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais en fait, c'est quelque chose de tout à fait digne, quoi. C'est une vraie difficulté de vie que tout le monde peut rencontrer. Et donc, à chaque fois qu'on rencontre une épreuve, le fait de devoir se battre, c'est digne, en fait. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'évident. Il m'a fallu 20 ans, quand même, pour que ça le soit. Et en fait, ça l'est pas du tout pour tout le monde. Il y a une jeune fille qui travaille dans une librairie. Je suis même un peu inquiète de le dire, vous voyez, parce que qui a lu mon livre et qui m'a fait un retour super chouette. Et je lui ai dit, peut-être on pourrait faire une rencontre et tout. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est oui, mais surtout, voilà, je veux pas qu'on sache parce que je l'ai rencontré en lien avec l'association. Et surtout, je veux pas qu'on sache, et même là, en le disant, je serais prête à vous dire, surtout ne passez pas ce morceau-là, vous voyez, tellement je voudrais pas la mettre en porte-à-faux. Et je trouve ça fou, en fait, toute cette peur, toute cette crainte d'être jugé, d'être stigmatisé, c'est très, très fort. Très, très fort, que ce soit pour des gens qui ont un handicap psychique et une maladie chronique, que ce soit pour des gens qui vont développer ça au cours de leur carrière professionnelle. Il y a une terreur à l'idée qu'on le sache. Quand est-ce que c'est la première fois, du coup, que vous en avez parlé à des personnes qui n'étaient pas de votre cercle de proches, c'est-à-dire la famille, les amis, etc. Est-ce que c'était dans le cadre de l'association, justement? En fait,
La première chose, donc l'association, à l'époque, je suis vraiment arrivée, ça faisait 6 mois que le projet était en train de sortir du sol, on était en train de lever des fonds. Et donc l'association a organisé, elle organise toujours maintenant, un déjeuner de levée de fonds. Et on m'a demandé de témoigner. Et en fait, moi tout de suite j'ai dit oui, parce que j'ai toujours voulu parler de ça. Je crois que ce qui me tenait le plus à cœur, même si je ne l'ai pas fait cette fois-là, c'était de dénoncer les violences qui sont commises dans les services fermés de la psychiatrie. Je me demande même si je ne suis pas arrivée jusque-là, rien que pour pouvoir faire ça, tellement j'ai été terrifiée. Mais donc là, j'ai témoigné, j'avais préparé mon témoignage et j'étais prête. Il y avait comme ça une 50aine, une 60aine de personnes qui étaient là pour éventuellement contribuer à l'association. Et quand je me suis mise à parler, mon corps s'est mis à trembler de la tête aux pieds. Le micro, j'arrivais pas à le tenir et c'était vraiment quelque chose à laquelle je m'attendais pas en fait. Et pour moi c'était horrible parce que ça a trahi toute ma peur que moi-même j'ignorais. Je pensais pas que ça m'avait à ce point fragilisée. Dans ma tête j'étais prête, j'avais le trac, j'étais inquiète, et ce tremblement, j'ai mis des années à m'en débarrasser. Dans mon métier, c'était problématique. Quand j'étais en formation avec des groupes de 15 personnes, c'était OK. Mais dès qu'il y avait comme ça... Même aujourd'hui, je me suis dit, si je dois tenir un micro, alors que c'est OK, parce que c'est mon métier de parler et tout. Mais ce tremblement, il m'a suivi. L'année d'après, j'ai encore témoigné au déjeuner de soutien. Et encore ce tremblement. Et moi, j'étais vraiment... Pour moi, c'était comme si on m'arrachait mes vêtements devant tout le monde, quoi. J'aurais tellement... aimer poser mes 2 pieds dans le sol et dire ce que j'avais à dire. Et en même temps, ça avait un impact énorme. Les gens, ça les bouleversait. Et moi, je me disais, c'est terrible. Et eux, ils venaient me serrer dans leurs bras en me disant, merci, vous nous avez touchés et tout. Et je crois que la première fois où j'ai témoigné de mon parcours, les 2 pieds dans le sol, en disant ce que j'avais à dire, c'est à la Fondation de France en 2019. Où là, j'étais prête, quoi. Okay. Donc, je mets du temps pour répondre aux questions. Je développe beaucoup. C'est un déjeuner de soutien pour cette association. Du coup, donc, c'est l'association Clubhouse, dont un médecin vous avez parlé. C'est une association, je crois que c'est au début des années 2010 qu'il y a le site qui est ouvert à Paris. Maintenant, il y en a dans d'autres villes en France aussi. Donc, si j'ai bien compris, c'est un site d'accueil de jour pour des personnes qui ont des troubles psychiques et dont l'objectif c'est de faciliter leur réinsertion dans le monde professionnel. Est-ce que vous pouvez... du coup, ce site d'accueil, il ressemble à quoi? Et puis concrètement, qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur, quoi? Est-ce qu'on vient y passer quelques heures, toute la journée? Comment ça se passe? Alors déjà, il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'ils ont à cœur que ce soit des lieux accueillants, que ce soit des lieux qui soient jolis. Vraiment des lieux dans lesquels on a envie d'aller, parce que les lieux de la psychiatrie normalement ils sont très glauques, et là du coup il y a des murs de couleurs, c'est toujours dans des... Soit à Paris c'est une maison, il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Lyon, il y en a un à Nantes, et maintenant il va y en avoir un à Lille, et à chaque fois il y a une grande attention qui est faite pour le lieu. Et en fait c'est un lieu qui fonctionne selon une méthodologie qui s'appelle la cogestion. Donc d'abord, comme vous l'avez dit, c'est non médicalisé. Les salariés qui y travaillent ne sont pas des professionnels médicaux ni des gens qui sont issus de la psychiatrie. Et les bénéficiaires sont appelés des membres. Ils sont membres d'un clubhouse. Et les gens viennent d'une manière volontaire quand ils le veulent. C'est ouvert de 9h à 17h tous les jours. Et le matin et l'après-midi, il y a une réunion. Et puis, les gens, du coup, s'inscrivent aux différentes activités auxquelles ils veulent participer, parce que c'est eux qui font vivre l'association. Donc, il y en a qui font l'accueil, il y en a qui vont faire la cuisine, un petit groupe pour 30 personnes, 50 personnes. Il y en a qui vont s'occuper aussi de l'entretien des locaux. Et puis après, il y a aussi la com, donc la rédaction de la newsletter, de la saisie informatique, une dimension administrative, une compta. Et donc voilà, les gens choisissent le matin, ceux qui sont là, ils disent moi je vais faire ça. Il y a des grands tableaux Velleda et tout est inscrit. Et puis il y a aussi des ateliers emploi, des ateliers dans lesquels les personnes s'aident conjointement à réfléchir à leur projet professionnel, des retours d'expérience professionnelle pour ceux qui sont allés, qui ont commencé à travailler.
Et c'est un lieu aussi qui est très ouvert vers l'extérieur. Chaque jour, on invite des entreprises partenaires à venir visiter. C'est les personnes concernées qui font visiter l'association. Et l'idée, c'est que dans cet espace, justement, ils reprennent confiance dans leur pouvoir d'agir, ils redécouvrent leur capacité. Il y a des gens qui arrivent dans des états de grande fragilité, mais c'est aussi des gens qui ont énormément de capacité, retrouver de la confiance, de l'estime de soi. Et puis petit à petit, pour ceux qui ont envie de reprendre une activité, c'est très progressif en fait. Et puis par rapport au travail aussi, ils sont accompagnés dans la définition de leurs besoins, de quoi ils ont besoin pour que ça se passe bien dans le cadre professionnel, de quel type d'aménagement ils ont besoin. Il y en a beaucoup qui arrivent sans reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, donc on leur explique ce que c'est, ce que ça peut leur permettre, le fait qu'ils ne sont pas forcément obligés d'en parler, le fait qu'ils ne sont pas obligés de dire quelle est leur pathologie. Donc voilà, il y a toute une préparation en amont. Et puis chaque membre a un salarié référent et un membre référent. Il y a ce système de la paire aidance aussi, de soutien mutuel. Et donc le salarié référent, quand en plus c'est des entreprises partenaires, il fait en fait un accompagnement au long cours. C'est-à-dire il peut jouer un rôle de médiation avec le manager, avec la médecine du travail, s'il y a des problématiques qui se posent. Moi, ça m'est arrivé d'intervenir pour faire des sensibilisations d'équipe. Donc il y a tout un suivi comme ça des membres qui vont dans l'emploi. Et puis il y a l'emploi et puis il y a l'idée aussi du retour à l'activité. Parfois il y a des gens qui ont été très cognés par tout ça, qui sont tombés malades il y a très longtemps, et les ruptures dont je vous parlais, ils les ont subies. Et l'idée, c'est pas forcément de retourner travailler. Il y en a qui vont faire du bénévolat, il y en a qui vont faire des missions courtes aussi. On a des partenariats avec des entreprises pour faire des missions de 2-3 jours où ils sont quand même rémunérés, il y a une fiche de paye. Et puis, il y a aussi des projets de formation qui sont accompagnés. Donc, voilà, il y a la réinsertion par l'emploi, mais il y a aussi toutes sortes d'activités qui sont des activités dans lesquelles on travaille, on fait des choses, on contribue, mais qui ne sont pas de l'emploi et dans lesquelles on accompagne les personnes. Alors, dans votre activité, donc vous avez actuellement en tant que consultante, vous intervenez donc auprès d'entreprises, d'institutions et de particuliers. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus en détail de chaque activité et notamment auprès des entreprises, du coup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est les entreprises qui sont demandeuses, qui viennent vous voir pour savoir comment mieux prendre en compte ces troubles-là quand ça intervient dans leurs équipes et vous, quels outils ou quelle aide est-ce que vous pouvez leur apporter? Et par ailleurs, comment est-ce que vous pensez que les entreprises pourraient s'améliorer aujourd'hui? Alors, du coup, le Clubhouse, qui est un partenaire privilégié, et même moi en indépendant aujourd'hui, comme j'ai été identifiée, on fait appel à nous. Donc, au sein du Clubhouse, il y a beaucoup de partenariats qui sont noués avec des entreprises qui viennent visiter le club. Et dans le cadre des partenariats, on leur propose de la formation, de la sensibilisation. Le Clubhouse, il a développé son centre de formation. Et je vous l'ai dit, on travaille sur des thématiques concilier troubles psychiques et emploi, concilier handicap psychique et emploi, soit en intra-entreprise, c'est-à-dire c'est elles qui nous demandent de les former, soit en inter-entreprise, on fait venir différentes entreprises. On a élargi aussi sur les risques psychosociaux, sur le concept de rétablissement, mais ça, c'est pas vraiment en entreprise. Et du coup, la manière dont on travaille, c'est... Je dirais que ce soit on propose des conférences ou des formations. Aujourd'hui, c'est principalement les missions handicap, nos partenaires. Je dirais que le sujet de la santé mentale n'est pas considéré encore comme un sujet dans les entreprises. Il y a encore beaucoup ce tabou, ces représentations. Moi, j'espérais qu'à l'occasion de la crise du Covid, ça allait évoluer. Je trouve que je reviens là où, avant la crise, je trouve que la situation n'a pas vraiment changé. Donc les missions handicap, comme je vous l'ai dit, comme elles ont des salariés ou des personnes en situation de handicap psychique qui sont susceptibles de leur demander d'être insérés, qui a cette obligation des 6%
d'avoir 6% de salariés en situation de handicap quand on est une entreprise de plus de 20 salariés. Du coup, les missions handicap, le handicap psychique, ça les concerne. Mais pour ce qui est des... Voilà, donc les missions handicap, elles se forment, elles montent en compétences de plus en plus. Mais par contre, voilà, il y a des entreprises aussi dans lesquelles il y a des assistantes sociales. Les assistantes sociales aussi, elles ont demandé à être formées souvent. Mais on a plus de mal à se rapprocher des ressources humaines, des managers. C'est vraiment un sujet qui est difficile à faire rentrer dans l'entreprise. Donc on a quoi ? On a des experts qui sont les missions handicap, qui se font former, à qui on apprend, on va reparler après, quel type de bonnes pratiques on peut mettre en place, à qui on donne des définitions de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, tout ça, à qui on parle des enjeux de déstigmatisation, devant qui des membres du Clubhouse viennent témoigner. Mais eux, ils ont toutes ces informations. Mais en fait, ces informations, et je vais vous dire lesquelles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont centrales à diffuser. Si les managers qui sont quand même en première ligne et l'ensemble des salariés, elles ne les ont pas, on ne peut pas faire de la prévention. Comment sont construites les formations ? Autour de 3 thématiques. C'est d'abord, il faut faire un travail de définition, parce que personne ne sait de quoi on parle. Qu'est-ce que le handicap psychique au sens juridique du terme ? Qu'est-ce que c'est qu'un trouble psychique ? Quelle nuance avec une détresse psychologique ? Quelle nuance avec l'épuisement professionnel, le stress chronique ? Donc déjà, il faut clarifier tout ça. Après, interroger les stéréotypes, quand même, montrer la violence des stéréotypes. Tout ça, il faut le faire avec beaucoup de diplomatie, encore une fois, pour que ce soit entendable, pour que tout d'un coup, ça ait l'air possible. Et puis après, dans l'entreprise, quels sont les signaux d'alerte ? Parce qu'il y en a en amont, si on est attentif. Et puis, quelles sont les bonnes pratiques et les aménagements ? Et au fond, ça se résume à peu de choses. Souvent, il y a un aménagement du temps de travail qui doit être mis en place parce qu'il y a une fatigabilité ou au moment du retour à l'emploi, il faut trouver le bon rythme, le bon tempo. Et puis après, il faut un management de proximité, c'est-à-dire avec des points réguliers, construire une relation de confiance, parce que comme ça, s'il y a un problème, la personne va oser en parler. On ne va pas dire à son manager dès qu'on arrive, je suis bipolaire, je suis schizophrène, j'ai des tendances dépressives. Non. Pour que les choses puissent être dites à un moment donné, il faut construire une relation de qualité. Et puis un cadre. Un cadre, c'est-à-dire des tâches quand même clairement définies, avec des délais, et puis avec un retour sur le travail qui a été fait. Ce type de management, tout le monde en aurait besoin. Mais là, ça devient incontournable parce que quand on a une fragilité psychique ou quand on rentre dans une phase de fragilité, on perd confiance, on a besoin de se rassurer en termes de confiance. Et puis surtout, quelqu'un qui a ce type de problème, il va être extrêmement compétent si, dans le cadre de son équipe, il y a une qualité relationnelle. Il y a un enjeu relationnel qui est très fort pour instaurer la confiance. Et inversement, si au niveau relationnel, les choses se dérèglent, là, la personne va se mettre à faire des erreurs. Ça va provoquer de l'anxiété, des erreurs qu'elle serait tout à fait en capacité de ne pas faire. Donc, la qualité du management, la qualité des relations au sein d'une équipe, c'est fondamental pour des personnes qui sont fragilisées par un problème de santé mentale. Et du coup, ça vient remettre en cause des choses... les compétences relationnelles du management, parce qu'il y a des managers qui sont de très bons professionnels, de très bons techniciens, mais pour qui la relation, aller un petit peu dans l'humain, c'est beaucoup plus difficile. On a voulu, pendant les dizaines d'années qui nous ont précédés, dire il y a l'homme au travail et puis il y a l'homme dans sa vie personnelle. Mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. On est un être humain dans sa globalité, qu'on soit chez soi, au travail, il y a des interférences entre les deux. Et donc voilà, il faut réintroduire de l'humain, de la relation dans le monde du travail aujourd'hui. Et je trouve que la fragilité psychique, ça vient challenger l'organisation à cet endroit-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile d'en parler. Il y a comme une crainte d'épidémie. Tiens, si tout d'un coup on laisse les gens dire qu'ils sont fragiles, mais tout le monde, qu'est-ce qui va se passer ? Comme si les gens avaient envie d'être fragiles. Et puis aussi, la fragilité, pour une raison que j'ignore, c'est associé à la faiblesse ou à l'incapacité. L'être humain,
il est fragile, en fait. Ça nous définit. Et au cœur de cette fragilité, il y a aussi beaucoup de leviers de la force, en fait. Et intégrer la fragilité dans l'entreprise, la notion de fragilité, accepter que dans l'entreprise, il y a des hommes et des femmes qui peuvent être extrêmement compétents et qui en même temps ont des fragilités, que la fragilité, ça peut être un levier de la créativité. Bon, intégrer, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain ? Et être un être humain, c'est être fragile et parfois la vie, ça cogne, ou on a des failles qui vont se révéler dans certaines circonstances. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, voilà, la manière dont tout ça vient challenger le management, les organisations, parce que tout d'un coup, qui je suis, moi, tout d'un coup, face à la fragilité, comment je suis capable de dialoguer avec un de mes collaborateurs qui est en fragilité, qu'est-ce que c'est que la posture juste face à ça, comment je me positionne. Ce que je dis aux managers, c'est vous êtes en première ligne, donc vous avez la responsabilité de connaître les signaux d'alerte et si vous les identifiez, d'engager un dialogue le plus tôt possible avec la personne. Ça, c'est un message clé parce que souvent, ils laissent les situations un peu se déliter. Parfois, par bienveillance, ils récupèrent la charge de travail et puis au moment où ils tirent la sonnette d'alarme, tout est devenu trop compliqué. Donc, identifier les signaux d'alerte et si on peut engager le dialogue. Et puis, si on n'est pas quelqu'un qui sait parler de ces choses-là, aller chercher des relais dans l'entreprise. Mais quoi qu'il arrive, ne pas rester seul. Quand on est manager, on a la responsabilité d'une équipe, il faut faire tourner les choses. Il y a des relais en interne. Enfin là, je parle des grosses entreprises parce que je travaille principalement pour des grosses entreprises. Ces relais, c'est la mission handicap, les RH. Je ne sais pas dans quelle mesure les RH sont formés parce que moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans nos formations, même si souvent, la mission handicap, les référents handicap, c'est aussi souvent des gens qui font partie des ressources humaines. Mais je trouve qu'il faudrait former tous les RH à ça, les RH, la médecine du travail, et aussi, évidemment, c'est un des premiers interlocuteurs. Donc, le manager, il l'identifie, puis après, il monte autour de lui une équipe pluridisciplinaire pour accompagner la personne, parce que il faut les assistantes sociales aussi, il faut que chacun joue sa partition. Dans l'entreprise, on peut faire de l'accompagnement, on peut être un relais d'information pour la personne, mais pour ça, il faut quand même avoir des informations. Et puis, après, il y a le soin. Mais le soin, il ne peut pas être fait dans l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle peut accompagner un certain nombre de choses, mais il faut aussi que le salarié joue sa partition et qu'il aille chercher de l'aide à l'extérieur et qu'il accepte, s'il a besoin de s'arrêter, d'être en arrêt maladie. Mais pour ça, il faut dédramatiser les choses. Il faut qu'on puisse en parler calmement, sereinement. Et c'est très compliqué encore aujourd'hui. Et il n'y a pas autant, ça aussi c'est quelque chose que je dis souvent, autant dans une entreprise des plans de sécurité physique du corps des salariés. Et c'est très clair, il y a des obligations d'avoir toute une politique de sécurité pour l'intégrité physique des salariés et de l'ensemble des gens qui travaillent. Mais par contre, il n'y a pas d'approche stratégique globale déployée sur l'ensemble des sites de l'entreprise avec des personnes identifiées pour préserver l'équilibre psychologique des salariés. Or, c'est quand même un levier énorme de la performance de l'entreprise parce que si les gens vont bien, s'ils se sentent respectés, s'ils savent que si à un moment donné ils sont fragiles, ils seront accompagnés, ils sont bien, donc ils bossent bien. Mais ça, c'est pas quand je vous parlais tout à l'heure de la notion de consultant, j'aimerais bien le faire plus, c'est-à-dire former des experts en interne et qu'il y ait des gens identifiés sur l'ensemble des sites, qu'il y ait une vraie stratégie, une vraie organisation, mais globale. Mais pour ça, il faut que ça vienne d'en haut, en fait. Il faut que, au niveau de l'équipe dirigeante, ce soit une priorité. Et il y a cette peur, j'ai l'impression que si on commence à parler de ça, tout le monde va parler de ces petits problèmes, mais c'est pas ça dont il s'agit. Il y a des problèmes de santé mentale qui sont réels et c'est de ça dont on parle quand il y a vraiment besoin d'un accompagnement. Donc c'est compliqué. Mais voilà ce que je... Mais le fait de faire face à ces fragilités-là au sein de l'entreprise, on a fait un autre épisode de Travail en cours justement sur la prise en compte des vulnérabilités. En l'occurrence, c'était un épisode sur quand on traverse une période de deuil. Donc ça, c'est une chose de prendre en compte les différentes vulnérabilités au sein de l'entreprise.
Mais j'ai l'impression que pour faire face et pouvoir engager la discussion et la conversation sur ces sujets-là, il y a effectivement peut-être la problématique de se dire bon bah tout le monde va débouler avec ses fragilités respectives, mais il y a aussi le fait que on va pas regarder ce sujet-là parce que il reste encore très tabou. Et du coup, je voulais vous demander dans quelle mesure vous, est-ce que vous voyez en fait à travers vos formations, à travers votre activité, que ça reste très tabou encore et que les gens ont vraiment du mal à en parler, que ce soit de la part de l'entreprise ou de la part des salariés. Alors quand même, il se passe quelque chose de très intéressant quand je fais beaucoup de conférences d'1 heure, 1h30 dans lesquelles je développe les différentes thématiques, définitions, stigmatisation et bonnes pratiques. Et ce dont je m'aperçois, c'est que quand on ouvre un espace pour parler de ça, ça fait beaucoup de bien aux gens. Et les gens, ça les intéresse. Et ils sont contents d'avoir écouté tout ça. Ça leur fait du bien, je crois, qu'on en parle. Parfois, ça arrive. Maintenant, j'ai rajouté aussi une slide sur les aidants, les personnes qui ont des proches concernés par des troubles psychiatriques sévères. Et la dernière fois, il y a 3 mamans à la fin qui ont parlé de leur situation avec leur enfant. Il y en a même une qui a décrit des signaux de fragilité psychique pour elle-même. Donc ça crée des moments qui sont empreints d'humanité. Et même dans les formations, en fait, c'est assez beau ce qui se passe autour de ce sujet quand tout d'un coup on l'aborde. Il y a beaucoup de remerciements quand c'est à distance dans le chat, ou même les gens sont touchés en fait. Je crois que ça détend tout d'un coup de pouvoir aborder le sujet de la fragilité. Et c'est vrai que moi, j'essaye de le faire vraiment avec le plus de simplicité possible, avec beaucoup de respect et pour les personnes et pour les impératifs de l'entreprise, et voilà, de façon dédramatisée. Mais justement, est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que ça a changé avec le Covid, de devoir passer de rencontres physiques à des rencontres par visioconférence ? Ça a augmenté quand même la participation. Parce que je crois qu'effectivement, quand on est derrière son écran, je ne sais pas si vous voyez, quand les gens ne mettent pas de caméra, il y a juste deux lettres. Enfin, si on passe la souris sur l'écran, on voit les noms, mais c'est beaucoup plus anonyme. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui se connectent et qui participent. Qu'on parle de quel ordre de grandeur à peu Alors là où ça m'est arrivé quand même un certain nombre de fois d'aller faire des conférences, parfois j'avais un amphi et puis il y avait 5-6 personnes, parfois il y en avait 10, parfois il y en avait 30, mais à chaque fois vraiment je me suis habituée à parler devant peu de personnes et je me disais allez, il y en a 3, il y en a 100, c'est pareil. J'ai dû développer cette philosophie. Et puis là, pendant la semaine de l'emploi des personnes handicapées l'année dernière, il y a une entreprise qui a fait une belle action parce qu'elle a organisé à la fois une sensibilisation concilier troubles psychiques et emploi pour l'ensemble des salariés. Elle m'a demandé d'en faire une spéciale pour les managers. Et j'avais créé un module, je l'ai créé d'ailleurs, sur l'impact psychologique de la crise. Et ça, elle l'a proposé à l'ensemble des salariés du site. Et il y avait 150 personnes pour l'ensemble des salariés. Il y avait les managers qui étaient plutôt au rendez-vous. Et quand on l'a fait pour tout le site, il y a 300 personnes qui se sont connectées. Et ça, c'était vraiment... Je me suis dit, tiens, il y a un impact quand même de la crise. Enfin, voilà. C'est comme si, tout d'un coup, pendant la crise du Covid, on s'était dit, ah ouais, là, on a le droit quand même d'être fragilisé. Là, c'est normal qu'on aille entendre parler de santé mentale. Ça a cogné fort. Et là, tout d'un coup, on a le droit quand même de se dire, on est... Ouais, ça nous a impacté psychologiquement. Mais je trouve que petit à petit, le distanciel permet quand même, il y a plus de connexion, il y a plus de participation, parce qu'en plus, si les gens sont obligés de se déplacer, d'arrêter de bosser, là, voilà, c'est plus facile. Au moment où il y a l'horaire, on se connecte, et puis éventuellement, s'il y a quelque chose qui se passe pendant la conférence, on a la possibilité de le faire, une urgence. On ne nous voit pas. On ne sait pas trop qui on est, mais je trouve pas que ça ait ouvert quand même. Il y a eu une vague comme ça, et puis maintenant je trouve que la vague elle est retombée. J'ai le sentiment d'être dans la même situation qu'avant la crise, c'est-à-dire à devoir quand même pousser le sujet. Je dis toujours pousser des murs quand même pour parler de ça. Alors même que quand on en parle,
j'ai le sentiment que c'est bénéfique et c'est vertueux. Mais ça reste difficile. Même à distance, même après la crise du Covid, ça reste difficile. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Oui. Juste pour reparler de la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, donc c'est du coup une RQTH, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on a une idée de dans quelle proportion les personnes qui ont des troubles psychiques, psychiatriques, en fait déjà à partir de quel moment on considère que des troubles psychiques constituent un handicap psychique et ensuite dans quelle proportion est-ce que les salariés qui ont cette condition vont se saisir de ce dispositif-là et demander en fait cette reconnaissance? Alors, on considère, en fait, le handicap, c'est les conséquences de la maladie. C'est pas la maladie en tant que telle, c'est vraiment les conséquences du trouble sur la vie sociale, professionnelle, relationnelle de la personne. Il y a la reconnaissance de handicap. Tout ça, ça se passe à la MDPH, ça se demande à la MDPH. Et puis la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est vraiment pour accompagner dans l'emploi. Et à quel moment on considère que c'est de l'ordre du handicap? C'est quand même à la personne de décider de demander cette reconnaissance. Donc, c'est une décision personnelle. Mais quand ça prend un caractère chronique, quand ça provoque plusieurs ruptures dans le parcours de vie, là, on peut se poser la question. Même quand les gens arrivent au Clubhouse, souvent, ils n'ont pas de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Il faut faire de la pédagogie. Parce que là, il y a un deuxième stigmate dans cette appellation. C'est le mot handicap, je ne suis pas handicapée. Vous voyez, il y a beaucoup de représentations sur le handicap. Donc, vous rajoutez un diagnostic de bipolarité ou de schizophrénie, puis après, on dit, voilà, il faut demander une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ça demande un chemin, mais il faut expliquer que, déjà, on n'est pas tenu de la présenter, que c'est donné pour une période qui va de 1 à 5 ans et renouvelable. Mais donc, on peut être en situation de handicap à un moment donné dans sa vie et ne plus l'être 5 ans après, et que ça permet un certain nombre de choses dans l'emploi. Justement parce qu'aujourd'hui, dans les grosses entreprises, il y a des missions handicap, que les missions handicap, elles peuvent mettre en place des aménagements en collaboration avec la médecine du travail. Elles ont des partenaires associatifs comme le Clubhouse, auxquels elles peuvent s'adresser pour trouver des solutions, pour être formées, pour faire de la médiation. Donc, les missions handicap, elles sont de plus en plus équipées pour accompagner ces sujets-là. Et puis, si jamais il y a un problème, la personne, elle peut toujours aller à la mission handicap. Elle a un référent en interne. Donc, moi, je trouve que c'est un cadre qui est bénéfique. Une personne qui fait une dépression pendant 1 an avec un arrêt maladie qui est long, elle pourrait demander une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour accompagner son retour à l'emploi. Mais il y a vraiment cette idée assez fréquente, c'est que moi, je ne suis pas handicapée, ou la peur de la stigmatisation. Donc, il faut faire de la pédagogie. Après, il y a quand même un problème très concret, c'est le temps que la MDPH met à accorder une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc, aujourd'hui, ça va plus être des gens qui sont désinsérés de longue date et qui donc sont dans un projet de reconstruction et de retour à l'emploi, mais qui ont le temps d'obtenir cette RQTH, parce que ça prend plusieurs mois. Mais si c'est une personne qui est en emploi, qui fait une dépression, qui a un arrêt maladie de 3-4 mois, souvent, le temps manque. Donc, il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut lutter contre les lenteurs administratives. Mais en tout cas, je trouve, moi, que c'est... déjà, je trouve que les gens que je rencontre et que je forme dans les missions handicap, je trouve que souvent, je rencontre des gens bien, des gens qui sont concernés par leur sujet, qui sont impliqués et qui ont envie de comprendre et qui ont plutôt un regard assez humain sur tout ça. Et puis voilà, c'est intéressant parce qu'on a un cadre pour accompagner. Tandis que quand on n'a pas de cadre, on est obligé d'improviser. Et puis les personnes qui travaillent dans les missions handicap, elles travaillent aussi sur leur posture d'accompagnement, la notion de juste distance. C'est souvent des femmes. Beaucoup de femmes. Souvent, il n'y a que des femmes et un homme au milieu. Voilà, pour la RQTH. Ok. Et du point de vue des politiques publiques, des institutions publiques, de l'État, est-ce que
brièvement, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations encore à faire de ce point de vue-là dans les dispositifs prévus par la loi, par exemple? Dans le sens, au niveau de la reconnaissance du handicap Oui, ou... Ah moi, ce qui me préoccupe, surtout d'un point de vue légal, c'est plus que dans le travail, parce que dans le travail, l'enjeu, c'est la libération de la parole, et puis peut-être créer un autre cadre que la RQTH, quelque chose de plus flexible, en fait, autour de l'accompagnement au retour à l'emploi. Je pense que ça, ce serait intéressant de pouvoir plus facilement faire intervenir des médiateurs externes. Je pense que les experts en interne, ils devraient vraiment être formés comme ça, sur tout ça, identifiés sur tout ça, et puis qu'il y en ait sur tous les sites. Ça, je pense que ce serait important. Après, moi, au niveau légal, c'est surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe dans les services fermés de la psychiatrie. Parce que le problème, c'est que si on a un trouble psychiatrique sévère, qu'on est pris en charge par une médecine qui elle-même manque d'humanité dans ses méthodes, et puis il y a eu quand même ce grand fantasme qu'on allait résoudre les problèmes psychiatriques sévères avec des médicaments. Or, les médicaments aussi portent atteinte à la capacité des gens à travailler, parce qu'il y a des gens qui sont assommés par des médicaments très lourds. Si jamais, dans le soin, il n'y a pas suffisamment de respect de l'individu et que les gens ressortent très fragilisés et puis pas vraiment soignés, en fait, des institutions psychiatriques. Après, les associations qui agissent derrière, et même dans le cadre professionnel, en fait, ils récupèrent toute la fragilité qui est créée par le soin. Et je trouve qu'aujourd'hui, la société civile, et même dans une certaine mesure le monde de l'entreprise, est en train de se remettre en question sur ces sujets-là davantage que les institutions psychiatriques. Il y a tout un courant dans la psychiatrie qui travaille autour du rétablissement. Et je trouve que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est interroger les méthodes et les lieux de soins. Parce que comme ils sont en première intention, forcément, derrière, on pense que ces personnes-là sont trop compliquées à insérer dans la société. Et donc, ça devient un tabou. Voilà, il y a des difficultés. Mais s'ils ne sont pas soignés ou accompagnés comme ils en ont besoin, c'est normal qu'ils arrivent fragilisés au moment de leur réinsertion. Et à chaque étape, on doit travailler avec ces difficultés-là. Et puis quand même, les médecins, les experts, c'est eux qui ont la vérité sur tout ça. Donc, il faut ajuster les traitements parfois pour que les gens soient en capacité de travailler. Il faut que les gens soient en capacité de demander l'ajustement des traitements. Donc, moi, je trouve qu'au niveau politique, il faut déjà commencer par interroger le soin en psychiatrie. Et derrière, ça veut dire qu'il y aura des personnes qui seront mieux soignées, qui vont arriver dans la société, dans l'emploi. Bon, en espérant qu'il y ait aussi une évolution au niveau de la stigmatisation. Enfin, il y a un gros chantier. C'est ça que je peux dire. Il y a beaucoup de travail à faire pour faire évoluer les choses sur plein de plans. C'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est complexe. Mais j'ai encore 2 questions. C'est de savoir, vous, dans votre expérience, en quoi est-ce que le travail a contribué à votre établissement? Est-ce que... vous savez, travailler, c'est être vivant parmi les autres. Enfin, c'est avoir une place dans la société, c'est avoir une autonomie financière, c'est pouvoir déployer ses compétences et ses talents, avoir de la reconnaissance. Donc, c'est des choses dont tout être humain a besoin et dont on a encore plus besoin peut-être quand on a été fragilisé au point de se demander si on allait être capable de revenir dans la vie. Donc, le travail, c'est une victoire, en fait, de pouvoir bosser, de pouvoir avoir un... Et puis, c'est aussi l'autonomie. L'autonomie, ça, c'est fondamental. Et puis, ça apporte beaucoup de satisfaction d'avoir un job... qui vous intéresse. Et puis ça permet aussi d'accepter que ce soit difficile. Enfin, voilà. Aujourd'hui, dans notre société, le travail, c'est quelque chose de central. C'est quelque chose d'identitaire, parfois trop, d'ailleurs. Ce qui est intéressant aussi quand on a ce genre de parcours, c'est qu'à un moment donné, on accepte qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. Il y a plein de chemins de traverse. Et ça, c'est bien aussi, parce que moi, j'ai compris que, voilà, on pouvait toujours inventer. Mais pour ça, il faut avoir...
de l'aide, de la confiance. Mais évidemment, le travail, c'est central. Mais là, je crois que c'est valable dans la vie de tout le monde. Quelqu'un qui est au chômage, il est fragilisé psychologiquement. Donc, Et est-ce que aujourd'hui, vous rencontrez encore des difficultés dans votre vie professionnelle qui sont liées à vos troubles psychiques et comment est-ce que vous y faites face en fait, moi, je suis indépendante. C'est ça qui me permet... J'ai créé mes propres adaptations, j'ai créé mes propres aménagements. Et quand par hasard, j'ai des phases de fragilité, je les gère en indépendante, comme je fais mon travail. Ce qui me frappe, c'est que dans ces troubles-là, tout le monde s'agite beaucoup quand il y a une crise. Hein. Mais après, la capacité qu'ont les autres, mais ça c'est valable pour l'ensemble, hein, ça peut être la famille, ça peut être le milieu professionnel, même quand le milieu professionnel est au courant, à mettre en place des choses ou pour être vigilant, pour protéger ce type de fragilité, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un handicap invisible. Moi, quand on me voit, si je le dis pas, personne ne le sait. En plus, avoir une fragilité psychique, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de force, beaucoup de détermination. Donc, parfois, il faut dire c'est difficile. Et ça, c'est difficile de dire que c'est difficile. Et donc, il faut apprendre à dire là, je suis fatiguée. Là, c'est difficile. Comme il y a, par exemple, en formation, il y a des périodes dans l'année. Il ne se passe rien, pas beaucoup de choses entre janvier et mars. Et puis, tout d'un coup, pam, il y a plein de missions. Ou entre septembre et décembre aussi, c'est très chargé. Donc moi, ça m'aiderait au niveau du rythme, que tout ça soit un peu régulier. Avec le distanciel, ça aide beaucoup parce que les déplacements et tout. Mais c'est pas facile parce que si on dit là, je voudrais que ce soit régulé, on perd des missions. Quand on est indépendant, on n'a pas le droit d'être fragile. Mais j'ai mis en place mes adaptations. Ça me permet quand même d'avoir un rythme qui me convient, de pouvoir me reposer. Et puis, je serre beaucoup les dents aussi parfois, mais... comme toute personne qui avance dans la vie avec un problème de santé ou c'est un combat personnel, moi j'essaye de poser les armes et d'arrêter la lutte et de trouver des moyens de faire ça avec plus de douceur et d'apprendre à dire les choses. Mais après, on n'a pas envie que les gens s'inquiètent ou qu'ils nous renvoient trop à notre fragilité. On aimerait que tout ça soit pris avec simplicité. Ah ouais, comment on peut faire alors repose-toi, voilà, que les choses soient simples. Mais on a toujours un peu peur. Il y a une auto-stigmatisation aussi. Une peur de dire, c'est difficile de dire, là je suis fragilisée par mon problème de santé, j'ai besoin de souffler. C'est difficile de dire, je suis handicapée, j'ai un handicap et c'est difficile d'accepter que parfois on est obligé de se reposer et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Mais qu'est-ce que ça change de le dire ? Qu'est-ce que ça change de le dire ? Déjà, pour soi-même, c'est une forme de courage et d'honnêteté, juste de pouvoir dire ok, là, ça tire un peu. Et qu'est-ce que ça change ? Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Qu'est-ce que ça change de le dire ? Pour soi aussi. Ouais, pour soi. Ouais. Ah, pour soi ? Ouais, pour soi. Je trouve ça bien d'apprendre à dire là, j'y arrive pas. Mais je trouverais ça bien pour tout le monde presque. C'est bien, je trouve, de dire là, je suis fragile, là, c'est difficile. C'est ok, quoi. On a le droit. Moi, j'encourage les gens à se respecter à l'endroit où ils sont fragiles, justement. Ok, écoutez, merci beaucoup. Merci. Et je vais laisser Lisa, du coup, enchaîner sur... Ah, ok, ouais. Il y a de la place pour toi. Alors, moi, je voulais vous poser quelques questions pour compléter la rencontre sur l'autre versant de votre travail, qui est tout nouveau, qui est le versant de la création littéraire, puisque, je le redis, vous venez de sortir votre premier roman, donc « Le jour où ma mère m'a tout raconté ». Alors, on
on va faire un peu plus court parce que là, l'heure a bien tourné. Mais je voudrais quand même déjà que vous commenciez par présenter au public qu'est-ce que c'est ce livre. Oula, ce livre, c'est un livre justement qui va interroger la dimension de transmission de la fragilité psychique. Comment est-ce que dans une même lignée, on peut retrouver justement plusieurs personnes qui vont être touchées par une fragilité. Et donc, je suis partie à la rencontre d'une femme de ma lignée que j'avais jamais connue, à laquelle je suis liée puisqu'on m'a donné son prénom. Et c'est une femme qui a été touchée par la fragilité psychique. Dans la première scène du roman, elle est dans une voiture avec son mari et il pleut. La situation est très tendue entre deux. Et pour cause, parce que la voiture va s'arrêter devant les portes d'un hôpital psychiatrique. Et à l'intérieur de cet hôpital où elle va être internée, elle va raconter son histoire, elle va raconter sa vie de femme et le drame familial qui l'a emmenée entre ces murs. Et aussi, elle va rencontrer des personnages étranges, attachants, à qui elle va parler. À eux, elle va réussir à leur parler, à raconter sa vraie histoire. Et en parallèle, il y a l'accompagnement des médecins. Donc, on est dans les années 60, on vient de découvrir les premiers médicaments, les neuroleptiques, les premiers antidépresseurs. Et c'est le moment où la psychiatrie croit qu'elle va pouvoir résoudre les choses avec les médicaments. Et donc, ça me permettait aussi, à travers l'histoire de cette femme, d'interroger justement l'approche clinique, de mettre aussi en scène ceux qu'on appelle vulgairement les fous autrement, c'est-à-dire aussi dans leur poésie, dans leur humanité. Donc, c'est un roman qui traite à la fois la thématique de la transmission. Dans le roman, il y a plusieurs moments où une mère parle à sa fille et c'est des tournants dans le roman. C'est pour ça qu'il s'appelle « Le jour où ma mère m'a tout raconté ». Et puis, ça se passe en grande partie entre les murs d'un hôpital psychiatrique. Donc, ça me permet aussi d'avoir un propos sur la santé mentale, sur la psychiatrie. C'est aussi l'archétype d'un drame familial, comme il y en a malheureusement, à mon avis, dans toutes les lignées. Et puis, c'est une histoire corse aussi. Moi, je suis d'origine corse et ça m'a permis d'écrire sur la Corse. Ça m'a permis de me servir aussi de la Corse comme d'une loupe sur la réalité de ce qui se passe dans les lignées. Parce qu'il y a une espèce de dramaturgie corse, comme si quand ça se passe en Corse, c'était admis que tout ça puisse avoir lieu. Donc voilà à peu près les différentes thématiques dont traite le roman. Et du coup, vous l'avez dit, le livre aborde une histoire vécue, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a vraiment existé, de votre famille. Et pourtant, il est présenté comme un roman. Et alors, je me demandais, est-ce que vous voyez vraiment ça comme un roman ? Quelle est la part de fiction dans ce que vous avez raconté ? Et aussi, c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu. Non. Donc, comment est-ce que vous êtes allé récolter les matériaux pour faire le livre ? Alors oui, j'ai enquêté déjà sur la place du village en Corse, auprès de ceux qui l'avaient connu. J'ai enquêté beaucoup auprès des femmes de ma famille que je suis allée interroger. J'ai essayé de retrouver même des amis à elle qui l'avaient connue, que même ma famille n'avait pas vu depuis très longtemps. Et puis à un moment donné, j'ai été un peu contrariée parce que je trouvais qu'on ne me disait rien de cette femme, que justement elle se résumait à son drame. Donc je me suis dit, il va falloir l'inventer un petit peu. En tout cas, il va falloir que je la fasse parler. Et là où au départ, c'était intéressant, parce que là où au départ, je crois qu'il y avait une dimension peut-être un peu narcissique de mon histoire familiale, tout ça, voilà. Et, ok, des histoires familiales, il y en a dans toutes les familles. Et ben, je me suis éloignée de ça, vraiment avec aussi, je me suis fait prendre au jeu de l'écriture. Enfin, voilà, il fallait écrire un texte. Pourquoi le lecteur allait me suivre dans cette histoire ? Et en fait, même si tout est vrai, j'ai tout inventé. C'est-à-dire, je me suis servi de la fiction, je me suis servi de mon imagination pour aller à la quête de la réalité de la vie d'une femme que je n'ai pas connue. Et je me suis autorisée à inventer des choses et à lui donner une voix, mais je l'ai faite parler. Il y a des passages où elle parle avec le jeu parce qu'elle l'écrit dans un carnet et puis elle raconte à cet homme qui s'appelle Antonin aussi son histoire. Et je me suis mise derrière et je lui ai dit, vas-y, raconte-moi. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire. J'ai mis l'imaginaire au service de la réalité et j'ai pris du plaisir à ce que ça devienne justement un vrai roman. Vraiment, c'est vraiment très romancé. Et en même temps, je crois que peut-être qu'à travers cet exercice du roman, j'ai peut-être touché
encore plus la réalité. Justement, c'était quelque chose que je voulais vous demander parce que moi, c'est l'écriture du personnage dans son carnet. Alors, l'histoire se passe dans les années 50, 60 et je trouvais que cette manière de se raconter par presque un journal intime ou un récit de soi, ça me semblait très contemporain. Mais donc ça, c'est une chose que vous avez ajoutée pour qu'on ait accès à sa vie intérieure? Ah ben moi, je crois que de tout temps, des gens ont écrit des journaux intimes. Alors, peut-être que c'est la tonalité. Oui, je pense. Et puis aussi le fait que donc c'est un personnage féminin et on comprend au fil de la lecture, notamment du carnet, que si elle va pas bien psychiquement, c'est notamment à cause de sa condition de femme, Oui, parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de rabaissement qui est très léger, qui est quotidien par le père ou par le mari, en fait des figures comme ça importantes de l'entourage. Et c'est cette contrainte quotidienne depuis l'enfance qui amène au déséquilibre psychique. Et c'est aussi parce que voilà, ça ramène à un dialogue un discours un peu féministe. Et ben, que je trouvais ça aussi assez contemporain sous cet angle-là. ouais, mais vous savez, à l'époque où est écrit le roman, les femmes viennent d'avoir le droit de vote, elles viennent d'avoir l'autorisation d'avoir un carnet de chèques et elles viennent de pouvoir travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc c'est vrai que c'est un roman qui traite de l'oppression masculine. Pour moi, Lily, elle a vu poindre les lueurs de la modernité sans pouvoir en profiter et peut-être qu'il aurait fallu être un peu plus loin dans l'émancipation des femmes pour qu'elles puissent se sortir de cette histoire. Et pour moi, cette femme, elle porte un message pour toutes les femmes. C'est quand vraiment vous êtes en train de subir quelque chose d'intolérable, il faut partir. Mais en fait, le propos, il est féministe, mais parce qu'à cette époque-là, il y avait encore vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire avancer. Alors, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais encore plus à cette époque. Donc oui, ça traite une thématique très contemporaine, mais en replaçant les choses dans les années 60. C'est l'occasion, oui, de traiter de cette thématique-là. Oui, bien sûr. Ouais. C'est le point de vue qui veut ça, mais enfin... Mais c'est la oui, réalité de ce qu'elle a exactement. vécu. Oui, Ouais. c'est vraiment... Enfin, quand je dis j'ai tout inventé, l'histoire, elle est vraie quand même. Hein. Elle Oui, a oui. vécu ça, cette femme. Après, la façon dont je le raconte, C'est ça. ça, j'ai pas envie forcément de donner la recette, mais bien sûr qu'elle a vécu ça. L'histoire est vraie. Ouais, Mm. d'accord. Et je voulais juste vous demander aussi, donc en fait, le livre est très lié à votre travail, comme vous l'avez dit, parce que voilà, cette personne ou ce personnage, ou les deux, ont vécu un séjour en hôpital psychiatrique, a vécu des troubles psychiatriques. Et est-ce que comment avez-vous eu envie de passer à l'écriture du livre, en fait? Est-ce que c'est juste est-ce que c'est une histoire familiale que vous portiez en vous depuis longtemps, que vous aviez envie de raconter depuis longtemps? Est-ce que c'est aussi le lien avec votre travail? Ou comment est-ce que cette envie-là s'est développée? Et pourquoi raconter cette histoire-là pour votre premier livre? Alors en fait, moi, l'écriture, c'est rentré dans ma vie vraiment, je m'y attendais pas. Hein. Si on m'avait dit à 20 ans qu'un jour j'allais écrire un livre, c'était pas dans mon projet. Un jour, justement, après une crise, dans une période où ça n'allait pas très bien, un jour, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ouvert un document Word et je me suis mise à écrire. Et je me suis mise à écrire 5 heures par jour alors que j'avais pas la moindre idée qu'il y avait ça en moi. Donc là, j'ai découvert, ah tiens, mince alors, j'écris et ça m'intéresse et je me bats pendant des heures avec des morceaux de texte et les virgules et les points. Tiens, mon Dieu... tiens, écrire, c'est une possibilité. Et puis alors, entre le moment où, il y a 10 ans, je me suis dit, je veux écrire, et puis ce livre, il y a 10 ans, quoi. Donc, il a fallu que j'apprenne. Mais ce que j'ai commencé à écrire, c'est mon histoire. Et il va falloir que je finisse celui-là maintenant. Et celui-là, il m'a un peu barré la route. Parce qu'au début, le jour où ma mère m'a tout raconté, c'était un projet de nouvelle. C'est-à-dire, je voulais faire parler. Un jour, j'ai prononcé cette phrase à une de mes amies. J'ai dit, je me souviendrai toujours le jour où ma mère m'a tout raconté. Et j'ai répété le jour où ma mère m'a tout raconté. Je me suis dit, c'est un titre. Et du coup, j'avais le titre et qu'est-ce que j'écris? Et je me suis dit, ah, mais tout le monde pourrait prononcer cette phrase. Le jour où ma mère m'a tout raconté. Et peut-être tout le monde pourrait écrire un texte en dessous de cette phrase. Et au début, je voulais faire parler des femmes que je connaissais ou même des hommes. Le jour où ma mère m'a tout raconté, raconte-moi le jour où ta mère t'a tout raconté. Parce que c'est souvent des points de bascule. Un jour, les mères parlent.
Et en fait, j'ai écrit la première nouvelle pour les 60 ans de ma mère. Et il y a une partie elle est quelque part dans le texte. Alors, elle a été beaucoup corrigée et je lui ai offert pour son anniversaire. Et puis, pendant 2-3 semaines, elle m'a rien dit. Puis un jour, elle s'est assise. Ma mère, elle est assez radicale. C'est une mère objective qui dit les choses qu'elle pense. Et elle me dit, écoute, il y a quelques éléments de création littéraire intéressants, mais il y a encore du travail. Et elle me dit, pouh, et puis je trouve que pour raconter cette histoire, c'est un peu court. Et là, je pense que c'est comme si elle m'avait lancé un défi. Je me suis dit, ah ouais, c'est un peu court, c'est un peu court. Et je me suis lancée dans l'écriture de ce texte que j'ai quand même réécrit 3 fois. Donc, parce qu'on ne peut pas écrire un livre seulement par défi. Donc, au bout d'un moment, je me suis vraiment interrogée sur pourquoi un lecteur pouvait me suivre dans cette histoire, comment je pouvais l'écrire. Mais à la base, c'est ça. Donc, moi, je dirais que ce livre, il m'a presque barré la route du premier que j'ai commencé il y a 10 ans et qu'il faut que je termine parce que j'ai déjà beaucoup de matière. Mais c'est comme si avant de raconter mon histoire, fallait que je raconte l'histoire de Lily qui s'appelle Philippa. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi de porter le prénom en plus, c'est un prénom singulier d'une femme qui a eu un destin difficile. Et puis quand on a eu les problèmes que j'ai eus, on s'interroge sur les origines de ces problèmes. Donc on va chercher dans des histoires comme ça, même si, comment ça nous a impacté, au fond, on ne peut que le supposer. On n'est jamais sûr de ce qu'on... Ça peut être des élucubrations. Et puis voilà, cette femme, en fait, comme je le raconte dans le roman, moi, quand même, la première fois où j'ai vu écrire mon prénom quelque part, parce qu'en France, c'est un prénom rare, c'est sur une pierre tombale, j'avais 7 ans. Je me suis dit, mais qui est cette femme ? Et ça m'a associée à quelqu'un qui était mort déjà. Donc, ouais, donc c'est aussi un roman sur un prénom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on transmet dans un prénom ? Ça vient ça fait, mais je pense que c'est un roman qui répond pas aux questions, qui fait que poser des questions et qui laisse le lecteur se demander aussi tout ça. Et aussi, c'est un roman qui a eu le souci d'être écrit à l'endroit de l'amour, parce que c'est pas un roman qui règle des comptes ou qui raconte une histoire familiale pour la dénoncer. C'est plus une tentative de réconciliation, de réparation, même si on répare que soi au final. Mais Et puis même avant ça, un travail de découverte de la personne, de vouloir comprendre qui elle a été et de reconnaître ce qu'elle a été. oui, mais vous savez, ça c'est quelque chose dont on me parle depuis que j'ai 5 ou 6 ans, parce qu'à cause de ce prénom, du coup, je me suis mise à poser beaucoup de questions. Puis j'ai bien senti que l'histoire des femmes de ma famille, elle était liée aussi à l'histoire de cette femme. Je pense qu'il y a des enfants qui prennent des choses comme ça en charge. On leur a rien demandé, hein, mais... Et est-ce qu'on leur a rien demandé en les appelant comme ça ? Je sais pas, mais il y a toujours des enfants, des gens dans des familles qui vont chercher ces choses-là. Là, je crois que c'était moi. Et du coup, la dernière question que je voulais vous poser, mais vous y avez déjà répondu, c'est je voulais savoir si écrire ce premier livre vous avez donné envie de poursuivre dans l'écriture, mais en fait, c'était même pas vraiment le premier. Donc, d'avoir commencé à écrire, vous allez poursuivre, vous allez faire d'autres romans ou d'autres livres ? Même si j'ai trouvé ça extrêmement difficile, justement, je crois que j'ai encore des choses à formuler à travers l'écriture. Sur ce que c'est que la fragilité psychique, de témoigner de certaines choses, et je me rends compte au fond que j'utilise les mots sous toutes leurs formes pour essayer de formuler quelque chose sur tout ça. Que ce soit la formation, là on parle, l'écriture, je crois que ça va me préoccuper une bonne partie de ma vie, ces histoires de fragilité psychique et d'essayer de parler de ça autrement, peut-être de faire des propositions sur quelle compréhension on peut avoir de tout ça. Moi, je pense qu'on a encore compris très peu de choses sur tout ça. Et du coup, comme je l'ai vécu de manière assez brutale, voilà, je me suis engagée dans cette voie. Et je pense que l'écriture enfin voilà, j'ai encore des choses à écrire, mais je suis un peu embêtée parce que maintenant il va falloir les écrire et que c'est franchement difficile. Mais je crois que parfois j'ai l'impression qu'il y a des textes qui vont venir me chercher jusque dans mon tombeau si je les écris pas. Mais bon, ça c'est l'histoire que je me raconte, mais j'aimerais bien y arriver. Très bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
En fait, il y a pas mal de questions tout au long de la discussion. Il y a des questions qui venaient, mais on n'aura pas le temps de toutes les poser. Une comme ça, vous avez parlé de rechute. Est-ce qu'à chaque fois, vous étiez capable de savoir qu'est-ce qui a provoqué ces rechutes, ou c'est des éléments qu'on ne maîtrise pas et que d'un seul coup, Et malheureusement, il faut plusieurs rechutes pour identifier les éléments et être en capacité d'anticiper un peu les choses. Et il y a vraiment eu une évolution au fur et à mesure du temps. Alors c'est vrai que moi, la forme que ça prend, je suis assez puissamment pris dans le processus. Moi, pour moi, ce que j'ai vécu, c'est l'expérience de la folie. Ça ne veut pas dire que je suis folle. Il y a beaucoup de tabous autour de ce mot folie, mais pour moi, il y a un moment donné, c'est vraiment l'expérience de la folie. Il y a un moment donné où on passe de l'autre côté. Et c'est vraiment très différent, même des moments où on a l'impression qu'on se raconte n'importe quoi dans sa tête ou qu'on perd pied. Non, vraiment, on a presque l'impression de rentrer dans d'autres dimensions. Enfin, si elles existent, soit on les invente, soit peut-être qu'elles existent. Ça reste un mystère. Mais il y a un moment donné, quand on est pris là-dedans, c'est vraiment plus fort que nous, quoi. On est pris là-dedans. Maintenant, je pense qu'on peut anticiper, identifier les signaux d'alerte, identifier des comportements. Déjà, on arrête de dormir. Quand on arrête de dormir, déjà, tout le monde devient fou. Hein. Si on arrête de dormir dans ces crises-là, il y a des moments où on dort 1 heure, 2 heures par nuit ou le jour pendant des semaines. Donc voilà, si commence à y avoir un dérèglement du sommeil, il faut être attentif. On a une espèce d'hyperactivité, de volubilité du langage. Donc, on adopte des comportements qui ne sont pas les nôtres d'habitude. Même l'extérieur peut identifier la chose. Le problème, c'est de soi-même résister parce que ça embarque tellement. Et puis, il y a des choses aussi intéressantes qui se passent. Il y a comme aussi un déploiement de certaines capacités, notamment, moi, la créativité qui ressort. Et puis, ça dit quelque chose de nous qui peut-être doit absolument sortir. Et puis, il y a une dimension pathologique. Donc, ces crises, c'est aussi peut-être des stratégies de sortie, de choses dont on a besoin de sortir. Donc, oui, je pense qu'on peut les anticiper. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je serais bien davantage capable de les anticiper. Et puis même la dernière, elle ne s'est pas tout à fait passée comme les autres. Parce qu'il y avait une partie de moi qui était un peu à l'extérieur, qui était capable de voir là où vraiment c'était délirant. J'ai pas pu ne pas y aller. Mais j'ai eu plus de discernement dans la crise. Donc on peut... D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle la psychoéducation, qui a vocation à faire des personnes des experts de leurs troubles. Mais je crois que pour pouvoir mieux anticiper ces crises, ce qu'il faudrait, c'est quand même avoir une vision un petit peu plus large des choses. Parce qu'aujourd'hui, ces crises, elles sont abordées que sur un plan pathologique, sur un plan clinique. Et je pense qu'elles disent beaucoup de choses de l'être humain, sur plein de plans, sur le plan sensible, sur le plan psychologique, parfois même sur le plan spirituel. Et je pense qu'on aiderait mieux les gens à anticiper les choses et à ne pas sombrer là-dedans si on savait reconnaître qu'ils nous disent quelque chose d'eux-mêmes à travers ces crises. Et je pense que si j'ai replongé, moi, dans ces crises, c'est parce que ces crises, elles disaient aussi quelque chose d'important et que si ça avait été reconnu et entendu et formulé la première fois et respecté, peut-être qu'il n'y aurait pas eu comme ça des rechutes. Il y aurait beaucoup de choses à dire justement sur ces crises et je pense qu'il y aurait moyen de faire en sorte qu'il y ait moins de rechutes. Mais pour l'instant, j'ai jamais été capable de pas y aller quand ça m'a prise. J'ai été capable de me relever plus vite, de voir un petit peu mieux au milieu de la crise ce qui n'allait pas. Et peut-être justement que tant que la crise n'a pas dit ce qu'elle avait à dire et que ça n'a pas été entendu, ben, chimie ou pas chimie, compréhension de la pathologie ou pas, c'est peut-être dur d'éviter les rechutes. Mais là, c'est très personnel, ce que je vous dis. Hein. C'est une vision des choses très personnelle. J'ai l'impression que l'expérience personnelle, comme vous l'avez dit, elle aide beaucoup à... On vit avec, en gros. Oui. Et qu'en gros, on prend bénéfice, on peut dire, des événements précédents pour mieux appréhender les suivants. Et la chute qu'il y a pu avoir à 20 ans, votre première, pas du tout la même, je suppose, que la dernière que vous avez eue ou les... Non. À 20 ans, c'était très dur. Hein. Parce qu'après, un homme averti en vaut deux quand même. Ouais, tout à fait. Même face à ce genre de choses. Mais à 20 ans, c'était vraiment terrifiant. Et puis surtout, ce qui m'a terrifiée aussi, c'est la manière dont on m'a pris en charge. Parce que j'ai été menottée, j'ai été attachée, j'ai été enfermée.
j'ai été piquée de force, donc il y a un double traumatisme. C'est-à-dire le traumatisme de basculer dans un truc pareil, parce que justement, je suis pas folle, en fait, pas du tout. Et donc, quand tout d'un coup c'est terminé et qu'on regarde ce qui s'est passé, on se dit, mais comment une chose pareille a pu se passer ? Comment j'ai pu aller dans des choses pareilles ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas la société aussi qui envoie cette image de vous êtes folle ? Non. Enfin, le côté, le seul moyen de résoudre, c'est il y a des épisodes violents a priori. Non, violent ou moi je suis pas violente, mais. Non, mais l'extérieur est violent avec vous. Ah oui, Enfin, oui, vous c'est voyez ce que je d'une. voulais dire. Parce qu'on ne sait pas comment gérer. Comme vous l'avez dit, vous avez été cataloguée folle à ce moment-là. Enfin, ils disent pas folle, parce que même le mot fou aujourd'hui, il est un peu banni. Moi, c'est vrai Il y a que je plusieurs préfère définitions, dire mais- l'expérience, j'ai fait l'expérience de la folie plutôt que j'ai fait un accès maniaque. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place dans la société, ce sont des maladies. Et moi, je revendique aussi que ce sont aussi des expériences humaines. Que c'est possible pour l'être humain de traverser ce genre d'épisode. Et c'est pour ça que j'appelle pas ça la folie, mais de faire l'expérience de la folie. Et c'est vraiment très... Il faut l'avoir vécu, et je le souhaite à personne parce que c'est très éprouvant, pour comprendre qu'il y a vraiment un moment donné où on bascule à un endroit qui est qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc, c'est pas seulement la société, le phénomène, il a lieu. Après, la violence avec laquelle la société prend en charge les choses participe peut-être à la chronicisation, je ne sais pas si ce mot existe, mais à donner un caractère chronique à la chose. Parce qu'elle ne permet pas à l'individu de comprendre ce que ça voulait dire pour elle sur un plan humain, ce que ça pouvait révéler aussi de ce qu'elle est, de ses besoins, de ce que la personne a besoin de comprendre à travers ça. Et donc ce que la crise essayait de révéler, moi j'appelle ça une stratégie de sortie maladroite. C'est-à-dire que ce que la crise a essayé de révéler n'a pas été entendu, et ça a été traité d'une manière extrêmement brutale, et puis diagnostiqué en plus avec le nom de maladies qui sont très stigmatisées. Donc on ressort de là, on a tout perdu en fait. Mais c'est vraiment un sujet qui est vaste, qui pose beaucoup de questions. Et la société aujourd'hui, elle veut résoudre tout ça à travers la clinique et la chimie. Et parfois, attention, il y a pas que... C'est intéressant aussi, c'est l'approche scientifique des classifications. Il y a eu un gros travail d'observation de quelle forme ça pouvait prendre. On a identifié que ça pouvait prendre la même forme pour plusieurs individus. On a mis des noms dessus. Les traitements médicamenteux, ça devrait être chirurgical, l'utilisation qu'on en fait, mais ça peut avoir un intérêt par moment. Le truc, c'est que pour moi, c'est traiter... Voilà, c'est 25% de l'explication. C'est l'explication scientifique, elle est respectable, elle est entendable. Mais c'est 25% de l'explication. Il y a des choses sur le plan humain, sur le plan psychologique, sur le plan social, spirituel aussi, je crois, parfois. Et ça, on le balaye. Donc, il y a 75% de la problématique qui est balayée. Et l'approche scientifique qui prend toute la place. Et qui est première. Et qui est une doxa, en fait. C'est voilà, une approche unique. Et c'est justement ce qu'essaye de faire bouger aussi le travail de certaines associations. Mais même, ce qu'elles font bouger, les associations, c'est la manière qu'on a de considérer les personnes et les principes d'accompagnement et ce qu'on croit qu'elles sont capables de faire ou pas. Parce qu'il y a 10 ans, vous aviez une maladie psychiatrique chronique, vous étiez systématiquement mis au banc de la société. On n'envisageait même pas qu'une personne qui souffre de schizophrénie ou de bipolarité puisse travailler. Mais pas 2 secondes. Aujourd'hui, on n'envisageait même pas qu'elle puisse se rétablir. Aujourd'hui, on dit si. Ces personnes sont capables de se reconstruire et de retourner dans la société. C'est ça la grande révolution. Après, en termes de conception du soin et de compréhension qu'on a de la chose, vraiment, on est en train de se centrer sur une approche clinique, diagnosticienne, et c'est en train de devenir vraiment la manière centrale d'aborder les choses, alors que la réalité, c'est que sur le plan scientifique, on ne sait rien, parce que rien n'a été prouvé pour l'instant. Ce ne sont que des suppositions. Et on confond un peu la cause et l'effet. Dans sa manifestation, ça correspond aux symptômes de la schizophrénie. Mais d'où ça vient ? Vous êtes schizophrène, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je portais en moi le germe de la schizophrénie. Qu'est-ce qui m'a rendu schizophrène ?
Souvent, quand vous écoutez la vie des gens, il y a des traumas énormes, des chocs psychologiques. C'est aussi des gens qui sont empêchés. Ils ont besoin dans ce qu'ils sont. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il y a vraiment beaucoup de choses à penser et à dire encore. Mais bon, c'est pas moi toute seule. Hein. Vous voyez, il n'y a que des questions. Moi, je trouvais ça intéressant de dire on ne sait pas. Et partir de là. Moi, quand j'accompagne des gens, où est-ce qu'ils sont ? Je vais à l'endroit où ils sont. Et je calque pas des modèles, des diagnostics. Je me dis, ok, vas-y, raconte-moi. C'est quoi ton vécu ? C'est quoi ta réalité à toi ? Et s'il y a des voix, il y a des voix. Et s'il y a des hallucinations, il y a des hallucinations. Et j'écoute, ok. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Comment vous voulez vivre ? Comment je peux vous accompagner ? Vous voyez, moi, j'aime bien cet endroit où on ne sait rien. Accepter qu'on ne sait pas. Et juste écouter l'autre à son endroit, en fait. Mais là, on sait tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, j'ai une petite question par rapport aux aidants. Par exemple, quelqu'un qui va être dans un épisode, comme vous dites, une expérience de folie, et qui s'en rend pas forcément compte, alors que les aidants peuvent voir, enfin l'entourage en tout cas, personnel ou professionnel, d'ailleurs, peut peut-être voir un changement de comportement chez la personne. Comment aider cette personne à se faire aider sans aller forcément dans des soins qui peuvent paraître très violents aussi par rapport à ce que vous nous avez raconté, le menottage, les choses comme ça. Alors, cette question, elle est intéressante parce que moi, je ne suis pas forcément contre la contrainte. Moi, j'ai été dans des états où je considérais qu'il fallait m'arrêter. Et c'était important, je n'étais pas en capacité d'aller demander de l'aide et j'avais peur en plus parce que je crois qu'il y a eu le trauma aussi de ma première expérience. Donc, je crois que parfois, oui, il faut faire comprendre aux gens. Même parfois, peut-être, quand les gens sont ingérables. Moi, en crise, je suis ingérable. Hein, soyons clairs, je plains un peu ma famille quand même. Donc oui, là, parfois, il faut... Après, je vais donner une autre solution qui, à mon avis, serait intéressante. Mais parfois, il faut contraindre des gens aux soins. Mais après, ça dépend comment on le fait. Le problème, c'est pas la contrainte. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est obligé de contraindre quelqu'un à se faire soigner. Donc, il faudrait que ce soit fait avec beaucoup d'humanité parce que c'est l'enfermement quand même. C'est l'expérience de l'enfermement. C'est la seule situation dans notre société où on peut être enfermé sans avoir commis aucun crime. Donc, on est enfermé. Après, je pense qu'il y a des soins, c'est les équipes mobiles. Je pense que ce serait très intéressant d'aller chez les gens et dans le respect, encore une fois. Pas forcément leur coller des traitements lourds tout de suite. Je pense que la meilleure solution, ce serait de trouver un moyen de les faire dormir déjà, qu'on nous fasse dormir. Parce que comme on ne dort plus dormir, ça rend fou. Mais en tout cas, voilà, je suis pas... parfois, il faut effectivement contraindre des gens à se soigner. Il y a certains états où il faut le faire. Mais après, c'est comment on le fait, le problème. Et c'est horrible pour les parents aujourd'hui, hein, pour les proches. Parce qu'ils signent des papiers pour envoyer un proche dans un endroit dont ils savent très bien qu'on ne va pas lui faire du bien, dont ils savent très bien qu'il va ressortir bourré de médicaments et que c'est eux après qui vont devoir tout gérer. Donc aujourd'hui, la psychiatrie des services fermés, au fond, il y a un côté où ça sert à rien. Ok, la personne, elle est calmée puisqu'elle est assommée par des médicaments qui lui font prendre entre 30 à 50 kilos, qui l'empêchent d'avoir accès à ses capacités. Il y a beaucoup de désolation, quoi. Et alors, je vous raconte pas ce qui se passe, quoi. Des gens qui sont isolés, mis en isolement pendant 2 semaines, qui sortent 23 heures sur 24, qui parfois ont des problèmes de santé physiologique qu'on voit pas. Enfin, vraiment, moi, j'entends des histoires qui sont lourdes, quoi. Merci. Je reviens ici juste pour vous remercier beaucoup, vous deux, Philippe Amotte, Louise Emerlet. Donc, je rappelle le titre du livre « Le jour où ma mère m'a tout raconté » que vous pouvez découvrir à la médiathèque, emprunté, réservé. On remercie beaucoup Louis Média pour votre participation, pour ce partenariat. C'est tout nouveau pour nous de travailler avec des gens qui font des podcasts. Et on remercie encore la cave pour leur accueil.
Et voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Au revoir. beaucoup.